Imaginez ce que représente partir vers un autre pays et devoir s'y adapter. Apprendre ses codes, ses coutumes, sa langue aussi parfois. Imaginez tout recommencer. Imaginez maintenant devoir tout quitter à nouveau. Votre maison, votre travail, le quartier où vous avez appris à vivre. Qu'après des années d'efforts pour vous intégrer, vous faire une place, vous apprenez soudainement que vous pourriez être forcé de partir. Vous apprenez que les règles ont changé et que la vie que vous avez construite tient désormais aux décisions d'un ministre et de ses fonctionnaires. Une nouvelle orientation politique inscrite en quelques lignes dans un règlement administratif pourrait tout faire basculer pour vous. Pour plusieurs personnes, cette crainte n'est pas théorique. Vous en avez sans doute entendu parler dans les nouvelles en 2025-2026. Je parle ici du fameux PEC, le programme de l'expérience québécoise. Le gouvernement de la CAQ l'a remplacé par ce qu'il présente comme un programme amélioré. Mais qu'en pensent les personnes immigrantes installées ici depuis quelques années et qui risquent aujourd'hui de devoir repartir? Des décennies séparent les événements, mais ce n'est pas la première fois que des règles d'immigration changent et mettent en péril la vie reconstruite de personnes déjà bien enracinées chez nous. C'est à se demander si l'histoire nous sert réellement de leçon. Prenez par exemple l'expulsion d'immigrants dans les années 30. Le Canada était en pleine crise économique et la vie était difficile. Des immigrants établis au Canada depuis parfois plus d'une décennie furent expulsés parce qu'ils étaient devenus pauvres et sans emploi. Et que dire des familles d'origine japonaise dans les années 40? Elles furent déplacées, internées, puis pour certaines, déportées vers un pays qui leur était désormais presque inconnu. N'oublions pas non plus ces femmes venues des Caraïbes, invitées à travailler ici sans qu'on leur permette réellement d'y rester. Une réalité qui s'est poursuivie pendant des décennies. Et viennent les années 70. À Montréal, une importante communauté haïtienne s'est installée. Des femmes et des hommes qui ont fui la dictature des Duvalier père et fils pour recommencer leur vie ici. Ils travaillent, élèvent leurs enfants et s'intègrent à la société québécoise. Peu à peu, le Québec devient leur maison. Et pourtant, un jour, les règles changent. Encore une fois, des modifications aux politiques d'immigration canadiennes font planer une menace bien réelle, celle de l'expulsion. Des centaines d'Haïtiennes et d'Haïtiens déjà établis ici vivent dans l'angoisse d'être forcés de repartir vers le régime qu'ils ont craint et fui. Au cœur de cette tempête, une femme se lève et décide d'agir. Aujourd'hui, je vous parle de Maisie Dickinson Dash. Née à Port d'Espagne, à Trinité-et-Tobago, elle immigre au Canada en 1927 à l'âge de 19 ans. Elle s'établit à Montréal et consacre plus de 50 années de sa vie à l'activisme social et communautaire dans la métropole québécoise. Alors, êtes-vous prêt à faire un bond dans le passé avec moi? Allons-y pour cette dernière rencontre de la saison 1. Je suis Louise Rousseau et vous écoutez Les Tisserands de l'Histoire. Il y a des femmes dont le nom ne figure pas dans les manuels scolaires. On parle à peine d'elles. Non pas parce qu'elles ont manqué de courage ou d'influence, mais parce qu'elles n'ont jamais cherché la lumière. Pourtant, sans elles, des communautés entières auraient eu beaucoup plus de difficultés à traverser certaines épreuves. À la fin des années 20, le Canada n'est pas encore le pays que l'on connaît aujourd'hui, mais les communautés noires sont florissantes. Immigrer à cette époque demande une détermination difficile à imaginer. Quitter son pays, traverser l'océan, arriver dans un endroit froid, loin de ses repères, dans une société où presque tout rappelle que l'on est étrangère. Mais ici, à 19 ans, lorsqu'elle quitte Port d'Espagne pour Montréal, elle espère la sécurité, un avenir plus stable peut-être, mais elle sait aussi que rien ne sera simple. Les possibilités offertes aux femmes noires sont limitées. Les emplois accessibles sont peu nombreux et mal rémunérés. Trouver un logement peut devenir une épreuve et la discrimination n'a rien de subtil. Malgré cela, Maisie s'enracine.
À Montréal, elle joint une communauté noire anglophone et caribéenne déjà bien présente. Une communauté qui a appris à compter sur elle-même. On s'organise autour des églises, on soutient, on veille les uns sur les autres. Très tôt, Macy s'implique. Peu d'archives racontent en détail ses premières années d'engagement. Mais tout indique qu'avant même que son nom ne circule publiquement, elle est déjà au cœur de la vie communautaire, présente, active et fiable. Les années 30 et 40 ne sont pas faciles. La crise économique frappe. L'insécurité s'installe. Pour les minorités, une évidence s'impose peu à peu. Personne ne viendra organiser la solidarité à leur place. Alors les femmes s'en chargent. Elles créent un réseau d'entraide, accueillent les nouvelles arrivantes, soutiennent les familles lorsque les temps sont durs et veillent aussi à l'éducation des enfants, convaincus que l'avenir passe par là. Peu à peu, un tissu social se forme. Maisy fait partie de celles qui le construisent. Dans les années 50 et 60, les mouvements pour les droits civiques prennent de l'ampleur. Les communautés noires réclament reconnaissance et justice. Un vent progressiste propulse le mouvement au Canada aussi. Maisy, maintenant dans la quarantaine, s'implique au sein du Congrès national des femmes noires. Ce regroupement réunit des femmes déterminées à améliorer concrètement les conditions de vie de leur communauté. Elles parlent d'éducation, d'égalité et de dignité. Elles écrivent aux autorités, elles dénoncent les injustices lorsque c'est nécessaire. Elles ne sont pas là pour faire acte de présence. Elles veulent que les choses changent. À Montréal, Maisy devient une présence sur laquelle on peut compter. Elle n'élève pas la voix inutilement, mais lorsqu'elle parle, on écoute. Elle s'est rassemblée, elle s'est organisée. Et surtout, elle ne se décourage pas. Puis, arrivent les années 70. La communauté haïtienne de Montréal grandit rapidement. Des familles fuient la dictature de Duvalier. Elles cherchent un endroit sûr où recommencer. Elles trouvent du travail, s'installent et élèvent leurs enfants. Peu à peu, la vie reprend un certain cours. Et puis, à nouveau, les règles changent. À cette époque, il faut le préciser, l'immigration relève du gouvernement fédéral canadien. Ce n'est pas Québec qui décide. Les politiques d'entrée, de statut et de déportation sont gérées à Ottawa. Au tournant des années 70, le gouvernement fédéral resserre l'application de la loi sur l'immigration. Plusieurs personnes arrivées au pays avec des statuts temporaires ou précaires découvrent soudainement qu'elles ne remplissent plus les critères pour rester de façon permanente. Ce durcissement ne vise pas uniquement les Haïtiens, mais à Montréal, il frappe particulièrement cette communauté. Des centaines d'Haïtiennes et d'Haïtiens déjà installés au pays voient leur statut devenir incertain presque du jour au lendemain. Ils travaillent ici, leurs enfants sont à l'école ici, leur vie est construite ici. Pourtant, sur papier, leur statut devient fragile. De cette fragilité apparaît une menace bien réelle, celle de l'expulsion. Il ne s'agit pas d'une décision spectaculaire annoncée à la télévision, mais plutôt d'un changement administratif. Une application plus stricte des règles existantes qui mène à la réévaluation des dossiers. Tout à coup, des permis sont refusés. On avise les gens concernés par la poste. L'effet est brutal. Dans plusieurs foyers, on évite d'attirer l'attention dans l'espoir que la situation se réglera. On se demande si ces années de travail, d'intégration et de sacrifice ont été faits en vain. Maisy observe. Elle ne reste pas les doigts croisés, elle doit agir. Au sein du Congrès national des femmes noires, elle participe à une mobilisation ferme contre les déportations annoncées. On écrit aux autorités fédérales, on interpelle Ottawa, on envoie des télégrammes au gouvernement canadien, mais aussi au gouvernement haïtien, afin de dénoncer la situation. Ces femmes, elles-mêmes issues de l'immigration, comprennent que derrière chaque dossier se trouve une famille. Leur objectif n'est pas seulement de protester.
Elles veulent forcer les autorités à reconnaître la réalité humaine derrière les décisions administratives. Ce combat marque un moment important et démontre que des citoyennes ordinaires peuvent, par leur détermination, influencer le cours des choses. Maisie Dickinson Dash n'a pas à elle seule empêché les déportations haïtiennes. Toutefois, avec de nombreuses organisations communautaires, religieuses et citoyennes, elle contribue à créer une pression publique réelle. Sous cette pression, le gouvernement fédéral assouplit progressivement certaines positions. Au fil des années, plusieurs Haïtiens obtiennent des régularisations et peuvent rester au Canada. La crise ne disparaît pas du jour au lendemain, mais la mobilisation change le rapport de force. Et Macy continuera longtemps à défendre l'idée que la justice sociale n'est jamais acquise. Vous vous demandez peut-être si des déportations ont tout de même eu lieu? La réponse est oui. Dans les années 70, le gouvernement fédéral canadien poursuit le resserrement des règles de l'immigration. Certains Haïtiens reçoivent des avis d'expulsion et doivent quitter. D'autres vivent pendant des années avec un statut incertain. Il est indéniable que sans la mobilisation de femmes comme Maisie Dickinson Dash et de nombreux groupes communautaires, le nombre d'expulsions aurait pu être bien plus élevé. Merci d'avoir écouté le dernier épisode de la saison 1 des Tisserands de l'Histoire. Je suis Louise Rousseau et au plaisir de vous retrouver pour une saison 2. Les Tisserands de l'Histoire, épisode 5, Maisie Dickinson Dash, écrit et réalisé par moi, Louise Rousseau. Si vous avez aimé ce balado, ajoutez-le à vos favoris pour rester informé sur les prochains épisodes. À la prochaine. Source de référence. Archives du Congrès national des femmes noires du Canada. Archives de la Ville de Montréal et Archives communautaires noires. Travaux universitaires de Karen Flynn, Moving Beyond Borders, A History of Black Canadian and Caribbean Women in the Diaspora. Travaux de Wanda Thomas Bernard, sociologue canadienne spécialiste des femmes noires. Archives sur l'immigration haïtienne de Montréal, années 60 et 70. Réseau québécois en archives féministes.